20 000 logements sociaux d'ici la fin du quinquennat du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. C'est la promesse faite par 20 promoteurs immobiliers en signant ce matin un protocole d'accord avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Coût de l'opération 370 milliards de francs CFA. L'endométriose, c'est de cela dont il est question ce soir dans Focus Santé. Ça tombe bien puisque les gynécologues du Mali dédient le mois de mars, mois de la femme, à la sensibilisation sur cette maladie qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce journal de votre télévision nationale. Tout à l'heure se tenait à la primature le conseil de cabinet, la transition numérique largement débattue au cours de la rencontre présidée par le chef du gouvernement. Le ministre en charge de la communication a justement fait le point de la situation. Il ressort de son exposé que près de 44 milliards de francs CFA doivent être recherchés pour opérer cette transition prévue pour le 17 juin prochain. Dans le cas échéant, le gouvernement dit disposer d'un plan B, nous signale le ministre de la Communication, Choguel Kokalamaïga, au micro de Amadou Sankari. Cette action nécessite un lourd investissement de près de 44 milliards et qui n'ont pas été prévus dans le budget 2015. Qu'est-ce qui se passera dès lors qu'on n'est pas prêt? Nous avons, à l'issue des échanges, expliqué, donné des justifications de certaines de nos positions, et les principales conclusions qui ont été tirées sont les suivantes. Premièrement, la transition numérique en l'état actuel doit être opérée par l'État malien. La question aussi bien technique des investissements, des infrastructures, doit relever du domaine de l'État. La collaboration avec les privés se fera plus tard. Ce qui n'empêche pas un privé qui veut installer son réseau, avec l'autorisation de l'AHA qui sera bientôt installée, d'installer son réseau après avoir eu les autorisations nécessaires. Deuxièmement, le Premier ministre a instruit au ministre chargé de la communication, en rapport avec le ministre de l'économie et des finances, d'échanger et de faire très rapidement une proposition de scénario de financement de la transition numérique en s'appuyant essentiellement sur les ressources nationales et celles qui sont disponibles dans la sous-région et aussi en explorant la coopération bilatérale avec les pays amis. Les assurances ont été données au Premier ministre que le 17 juin, le Mali ne tombera pas dans le noir. C'est des assurances que nous leur avons données. L'ORTM s'est préparé depuis des années. On a été surpris au Mali ou bien pourquoi on a traîné les pas? On n'a pas été surpris. En réalité, c'est une problématique qui était très complexe. Vous constaterez d'ailleurs que l'ensemble des pays de la sous-région sont en retard. Nous ne sommes pas le plus en retard. Ce n'est pas quelque chose de bien naturellement, mais il n'y a pas de péril en la demeure. Et le Mali a eu aussi cette deuxième difficulté, c'est que la crise politico-sécuritaire que notre pays a connue pendant 2 ans a complètement bloqué le traitement de ce dossier. Ce qui fait que ce n'est qu'à partir de fin 2013 que le dossier a été repris à main par le gouvernement. Les différents scénarios ont été utilisés, mais il faut reconnaître que parallèlement, l'ORTM a pris les dispositions pour qu'au cas où le gouvernement n'arrivait pas à trouver les solutions de financement de l'ensemble du projet en un coup, qu'il y ait des solutions B. Et c'est cette solution B de l'ORTM qui va nous permettre de tenir un an et demi le temps d'obtenir les financements et réaliser la transition numérique pour que les Maliens ne sentent pas du tout cette phase de transition et que le pays ne tombe pas dans le noir. 20 000 logements sociaux sortiront de terre d'ici la fin du quinquennat du président de la République. C'est en tout cas la volonté affichée par 20 promoteurs immobiliers de la place en signant ce matin un protocole d'accord avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Coût total de l'opération, 370 milliards de francs CFA. Moudoubo Mariko nous en parle.
Des signatures pour une alliance, un partenariat stratégique public-privé pour faire de l'habitat la chose la mieux partagée. Le gouvernement d'un côté, les promoteurs immobiliers et les banques de l'autre, un engagement tripartite pour la réalisation de 20 000 logements sociaux au Mali. C'est l'ensemble de la promotion immobilière, je dirais, de la filière de l'habitat, qui se sent honoré et qui prend solennellement par ma voix l'engagement ferme de travail de concert en vue de respecter strictement les obligations agissant en nos collègues par le respect des règles de l'art. Nous, banque partenaire des structures immobilières retenues pour l'exécution des travaux et l'Office malien de l'habitat, prenons l'engagement solennel d'assurer à ces entreprises tout l'accompagnement financier nécessaire à la réalisation correcte des logements. 20 000 logements pour un coût total de 370 milliards de francs CFA. L'engagement est pris par 20 promoteurs immobiliers privés. Un grand pas dans l'objectif présidentiel de 50 000. Et au rythme où vont les choses, cet objectif, selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, est à portée de main. Une chose ici, cependant, est sûre, ce sont à la matière les demandes qui manquent les moins. Les études menées dans le secteur du logement au Mali ont fait ressortir pour l'horizon 2015 un besoin très fort d'environ 440 000 unités d'habitation sur tout le territoire national, dont 200 000, soit 45% au titre de la diaspora, 196 000 pour les fonctionnaires et les salariés du public et du privé, et 44 000 pour les non-salariés. Le programme immobilier projeté à travers les présents protocoles d'accord vise la réalisation d'une première tranche d'environ 20 000 logements pour un coût global d'environ 370 milliards de francs CFA. Au-delà de l'amélioration du cadre de vie dans les villes qui sont bénéficiaires, il s'agira d'une opération portant sur la création de près de 50 000 emplois, directs et indirects, dont une forte contribution à la lutte contre la pauvreté urbaine et à la relance de l'économie locale, voire nationale. Le cadre de collaboration est désormais établi et les sociétés immobilières ont fait étalage sur place en 10 minutes chacun de leurs projets. Des logements de divers standings présentés pour permettre à des Maliens d'avoir enfin un chez-soi. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Aprenyan Fouquet, poursuit ses visites de terrain. Ce dimanche, il s'est rendu sur la corniche en 2x2 voies et sur certaines avenues du district de Bamako. Taux d'exécution des travaux, 99%, a constaté le ministre. Daouda Sidiki Diarra était de la visite. Bamako, la capitale de la République du Mali, change de visage avec l'aménagement de la corniche. Avec un taux d'exécution de 99% pour un délai consommé de 141%, les travaux d'aménagement en 2x3 voies du boulevard du 22 octobre 1946 de la corniche et du renforcement de l'avenue du 5 septembre sont presque arrivés à terme. Après Niafinke, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement est venu voir la qualité des travaux. Très bientôt, on va faire la réception provisoire. Mais avant cette réception provisoire, nous sommes tenus de voir exactement quelle est la situation avant que nous puissions passer aux procédures administratives. Il y a encore quelques travaux d'amélioration et il y a aussi l'UNI à faire. Et nous allons aussi prévoir certaines infrastructures qui n'étaient pas prévues au moment où on faisait le montage du projet. Par exemple, on n'a pas pris en compte les questions des handicapés, par exemple. Or, sur un axe comme ça, nous devons tenir compte de la situation des handicapés. Nous n'avons pas aussi tenu compte de l'accès de certaines structures telles que les passages pour les gens de l'ENSUP. Ce projet, une fois fini, va contribuer à la fluidité du trafic à l'intérieur de Bamako. Il va favoriser la sécurité des usagers de la route et des populations en général. Nous sommes aussi en train de voir dans quelle mesure nous allons faire en sorte que la sécurité routière soit renforcée sur ce axe. Ce programme s'inscrit en droite ligne des actions entreprises par le gouvernement pour renforcer le réseau de transport. Cela afin de faire face à l'accroissement du trafic dans la capitale. Et nous avons ce communiqué à l'envoi des propriétaires d'engins de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers sur la base des prix fournisseurs du mois de mars 2015 qui ont augmenté en moyenne de 51 francs CFA litre, soit 19%. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables
pour compter du 17 mars 2015. Super carburant sans plomb 759 francs CFA, pétrole lampant 559 francs CFA, gasoil à 660 francs CFA, distillat diesel oil 660 francs CFA, fuel oil 463 francs CFA, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 830 francs CFA. Mettre en place des institutions fortes et crédibles telles que stipulées dans le programme d'action du gouvernement 2013-2018, c'est l'une des priorités de l'atelier national d'information et de sensibilisation ouvert ce matin à Bamako. Prennent part à la rencontre, entre autres, les conseillers régionaux, les gouverneurs et les partenaires techniques et financiers. Ils plancheront sur l'opérationnalisation des contrats plein État, région et district. Fademba Keïta, les précisions. Les exposés suivis des débats en séance plénière, des travaux de groupe vont porter sur la présentation du décret déterminant les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du contrat plan État, région ou district et de l'arrêté interministériel de création des différents contrats plans. À la lumière des exposés, les participants apprécieront l'état d'avancement du travail de préparation des contrats plans État-région. Un document qui vise à permettre de faire de la régionalisation une réalité au Mali. La finalité recherchée, c'est que tous les départements soient informés du processus engagé par l'État qui consiste à faire signer un engagement entre les différents partis impliqués dans le développement économique, social et culturel du pays, de façon territoriale par les régions et avec l'État signer un contrat plan. Un contrat plan qui va consister à mettre dans les documents les différentes activités que les régions estiment être nécessaires pour amorcer le développement territorial. Cette nouvelle option de développement équilibré doit permettre les services déconcentrés dans des conditions idoines de travail. À travers cette rencontre, il s'agit non pas pour mon département de satisfaire à une recommandation, mais plutôt de donner davantage de contenu et de visibilité à la dynamique de concertation et de partage qui sous-tend le processus de la décentralisation en général et celui de la régionalisation en particulier. Car la collectivité région va dorénavant s'inscrire dans l'optique de garantir la qualité de l'action publique au meilleur coût possible. Le document s'inscrit dans le cadre du projet d'appui institutionnel au processus de régionalisation. Les régions sont donc investies d'une mission d'intérêt économique. Restons avec le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Vous le savez, Abdoulaye Idrissa Maïga était en mission hier dans la capitale des Balanzans. Sur place, il a déclaré que le mandat des maires sera prorogé. Mais attention, il n'y aura pas de délégation spéciale, a aussi martelé le ministre. Pour mieux comprendre la situation, je vous propose d'écouter le ministre au micro de Doudou Fana Traoré. Un report faisant suite à une délibération ou à des délibérations du cadre de concertation au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation au président des partis politiques. Une décision partagée sur la base d'une analyse objective de l'environnement national dans lequel devraient se dérouler ces élections. Ainsi, ce report va encore consacrer non pas le temps des délégations spéciales comme certains l'auraient souhaité, mais plutôt affirmer le principe de la redevabilité en prorogeant encore les mandats de 6 mois. Que les gestionnaires engagés pour ce faire depuis la dernière élection puissent être entièrement responsables de leur gestion.
et non pas d'installer des délégations qui viendront gripper la machine et éventuellement qui viendront rendre difficile toute évaluation de ces derniers mandats. Toujours avec le ministre de l'Administration et toujours à Ségou, où il a rendu visite aux combattants hospitalisés à l'hôpital Nianakoro Fomba. Dougoufana Traoré a suivi la visite. En rendant une visite aux combattants blessés sur la route de Nampala la semaine passée, le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga voulait apporter la compassion de toute la nation à notre vaillante armée. La vie des deux blessés n'est pas en danger. C'est des blessures légères. Et en gros, c'est 5 patients que nous avons reçus, 5 blessés, et dont 2 que nous avons retenus au niveau de l'hôpital pour des lésions pas trop graves. C'est des contusions cérébrales. Il y a un qui a une fracture de la clavicule, mais en gros, c'est des lésions mineures. Nous avons tenu à faire le déplacement d'abord pour nous incliner devant la mémoire des 2 disparus. Ils sont tombés au front pour la cause nationale, pour prouver encore une fois que nous ne sommes pas totalement sortis de la crise et que la menace est réelle. Sensible à la question parce que j'ai vu ces hommes, nos frères en armes, en Nampala, communier avec le reste de la population. Et les 5 blessés qui sont arrivés ici, c'est une exigence morale. Ça s'imposait à nous de venir leur souhaiter prompt rétablissement. A rappelé que le véhicule de ces combattants avait sauté sur une mine la semaine passée sur la route de Nampala, faisant 2 morts et 5 blessés. Après Caille, suivant le ministre de la Réconciliation nationale à Sikasso, Zahabi Ould Sidi Mohamed explique le document paraphé issu des pourparlers d'Alger aux cadres et aux populations de la région. Le ministre Zahabi est au micro de Moussa Arimaïga. C'est le gouvernement du Mali qui a exigé que la médiation soit une médiation commune et une médiation uniforme pour que si on tombe d'accord sur quelque chose, quelqu'un ne va pas sortir de ça. Et aujourd'hui, le résultat est là. Nous, du côté du gouvernement, on a dit que Azawad ne peut pas avoir une signification politique et territoriale. Les autres disent on ne peut pas effacer Azawad comme ça, parce que quand même si on efface ça, qu'est-ce que nous on a gagné? Donc il y avait un blocage. Solution que ce document prévoit, parce qu'il n'y avait pas d'entente là-dessus, ils ont dit, et les arguments que nous on a avancés du côté du gouvernement, on a dit qu'Azawad réellement sur la carte du Mali, c'est une portion de terroir qui est entre Tombouctou et Taoudini. Et que ça, tu ne peux pas donner, généraliser le nom des régions du Nord qui n'acceptent pas qu'on les appelle Azawad. Même les populations de là-bas n'acceptent pas qu'on leur dise Azawad. Par exemple, les gens de Kidal eux-mêmes s'appellent Ladrar. Les gens de Gao, c'est l'Empire Songo, ils n'acceptent pas Azawad. Les gens de Tombouctou, c'est la ville de 333 7, ils n'acceptent pas. Il y a les gens du Gourma, et ils ont aussi une autre appellation. Donc tu ne peux pas par la force imposer un nom à tout le monde. Mais on va à la démocratie, il y aura des assises nationales, et si tu arrives à convaincre tout le monde que c'est Azawad, bon, on va le dire que c'est Azawad. Cette fois-ci, le document propose une solution qui aura une conférence, et que c'est cette conférence maliano-malienne qui va prendre le nom définitif par rapport à cette question. Et nous allons revenir en détail sur cette restitution d'Alger à Sikasso, toujours avec nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Barakou Maïga dans nos prochaines éditions. Au moment où on parle de paix à Gao, c'est de la sécurité dont il est question, surtout dans les zones de Tilit, Gabero et Gouzouré. C'est le village de Ntakarka qui abrite la rencontre intercommunautaire. La correspondance de Alou Idrissa Maïga. L'objectif de ce forum est de contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire en Ntilit et les communes voisines qui sont Gao, Gunzouré et Gabero. Il y a quelques semaines,
L'insécurité devient grandissante sur l'axe Gao-Gossi. Donc c'est pourquoi nous avons organisé cette rencontre pour que chacun s'investisse pour que de tels actes ne reprennent plus jamais. Pour les participants, de telles rencontres ne pourraient que renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le forum a aussi interpellé les communautés à démasquer les présumés coupables qui sont les ennemis de la paix. Dans notre passé, c'est toutes ces communautés qui se retrouvaient. Elles étaient fortes, elles étaient unies et elles vivaient ensemble dans la paix, la sérénité et la calmie. Donc ça me fait voir un Mali bientôt retrouvé, uni, prospère et développé. Avec 703 communes, nous aujourd'hui on a le devoir de soigner notre image. On a le devoir de proscrire le faux. On a le devoir de proscrire le banditisme. On a le devoir d'enterrer la hache de guerre pour reconstruire notre pays. Les autorités régionales ont beaucoup apprécié cette initiative des leaders communautaires. S'agit-il pour nous de réfléchir au cours de ces 2 journées sur les créneaux devant nous permettre d'améliorer la situation sécuritaire dans les communes et réussir une mobilisation des acteurs que vous êtes dans un espace d'échange et de réflexion, produire un plan de réponse communautaire à l'insécurité, assurer le suivi de ce plan par la mise en place d'un cadre de concertation dans les communes suscitées et réussir enfin la définition d'un véritable mécanisme de suivi dans chaque commune. Ce forum a été rendu possible grâce à l'appui financier du Conseil danois pour les réfugiés DRC en collaboration avec le HCR. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les partenaires et le public que le lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole initialement prévue demain mardi 17 mars 2015 est reporté au jeudi 19 mars à 10h devant le stade du 26 mars sous la présidence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Rentrée politique au titre de l'année 2015 de la jeunesse ADEMA PAIJ. C'était en 5e région. La rencontre a enregistré la présence des cadres responsables et militants des différentes instances de l'ADEMA PAIJ en région de Mopti. Yacouma Maïga, correspondance. Rencontre fructueuse et enrichissante, cette journée d'échange et de relance des activités de la jeunesse de l'ADEMA PAIJ l'aura été véritablement. Une journée mise à profit par les cadres et responsables des différentes instances du parti, les militants et militantes à la base, pour passer au peigne fin les mots qui minent le parti en région de Mopti et prendre des initiatives dans le sens du renouveau de l'ADEMA PAIJ. De cet espace et dans cet espace doivent naître des propositions ambitieuses, orienté seulement sur le sursaut de l'ADEMA PAIJ. Que les militants, dirigeants et sympathisants de notre parti se ravisent que le parti a encore une âme. La jeunesse est prête à s'assumer, mais cela doit se faire de façon collégiale. L'occasion était opportune pour inculquer à la jeune génération les valeurs de paix, de tolérance, de concorde et de solidarité, ainsi que les principes de la démocratie qui ont toujours caractérisé l'ADEMA PAIJ, des valeurs et principes auxquels les jeunes ont promis de rester attachés en vue de bâtir une ADEMA plus forte et cohérente sur l'échiquier politique régional. Votre capacité de mobilisation d'aujourd'hui ne m'a pas surpris. Je vous encourage et nous vous assurons, nous serons à vos côtés sur toutes les activités politiques de l'ADEMA que vous développez. Au cours de ces assises, les jeunes de l'ADEMA PAIJ ont aussi exprimé leur soutien indéfectible aux autorités maliennes dans leurs efforts de construction de la paix au Mali, allusion faite au paraphe par le gouvernement à Alger du document relatif à l'accord de paix et de la réconciliation nationale. Suite de la tournée de la commission éducation de l'Assemblée nationale à Koutiala, la mission a rencontré les acteurs et partenaires de l'école. Les échanges ont porté sur l'état des lieux de l'école. Les envoyés spéciaux sont Adama Kamara et nous aussi Soto. Cette rencontre avec la commission éducation de l'Assemblée nationale a réuni l'administration scolaire, les syndicats d'enseignants, les comités de gestion scolaire et l'association des parents d'élèves de Koutiala. Au cœur des débats, les préoccupations de l'école. Il y a des écoles où on trouve 160, 180 par classe. Mais quand on prend toute la ville, on fait la moyenne, on est à 98 par classe.
et par maître au niveau du premier cycle. Au second cycle, c'est 3 ou 4 enseignants pour des spécialités différentes pour gérer un second cycle. Et là-bas, nous avons des classes de 7e qui sont à 160, des classes de 9e qui sont à 120. On ne peut pas faire mieux parce qu'il n'y a pas de salle de classe. C'est-à-dire on pratique la double division à Koutiala. Et comment cela se fait? Le matin, on prend des élèves, le soir, on prend d'autres. Certains enseignants de la fonction publique des collectivités connaissent des problèmes d'avancement. À cela s'ajoutent d'autres doléances. Notre préoccupation de façon locale ici à Koutiala est, entre autres, le non-paiement des arriérés liés aux avancements et autres associations. Tous les partenaires se plaignent maintenant de l'évaluation des élèves. Les maîtres ont refusé de corriger les épreuves. Donc, comment les élèves vont être évalués pendant les examens, qu'il ne reste plus qu'à peu près 2 ou 3 mois pour les examens. Les cantines scolaires ne sont pas opérationnelles faute de financement. Et les enseignants des écoles communautaires ayant changé de statut restent toujours à la charge des communautés. Je vous signale que le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la coopération internationale, a quitté Bamako ce jour lundi 16 mars 2015 pour Accra au Ghana. Dans la capitale ghanéenne, le ministre Abdoulaye Diop est porteur de message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son frère et ami John Dramani Mahama, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. Direction New York, où se trouve actuellement le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Sangaré Lumumba, a rencontré de nombreuses associations féminines maliennes de New York. Une rencontre d'information qui a rapidement pris les allures d'une rencontre de famille. Les Maliennes de New York entendent jouer toute leur partition dans le développement du pays et attendent en retour l'accompagnement des pouvoirs publics, notamment dans la promotion des produits locaux. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial à New York, Salif Sanogo. C'est à l'unisson que les femmes de New York ont répondu à l'invitation de leur ministère. Et c'est une ministre heureuse qui a tenu à remercier la dizaine d'associations ayant fait le déplacement. C'est effectivement dans une ambiance de famille que les échanges ont eu lieu. Des échanges qui ont tourné principalement autour de l'apport de la diaspora au pays, le processus de paix en cours, le développement socio-économique des femmes, ainsi que la concorde au sein de la communauté. Pour Mme Sangaré Lumumba, la diaspora est une richesse incommensurable. À l'image des Maliens de l'extérieur, ceux de New York, notamment les femmes, sont aux avant-postes de l'épanouissement du Mali. Les Maliens de l'extérieur font certes de leur mieux, mais ils ont besoin de l'appui et de l'accompagnement des pouvoirs publics, diront certains intervenants. D'autres mettront aussi l'accent sur la sous-représentation des femmes dans les instances de décision, notamment au sein du gouvernement. La valorisation des produits locaux, notamment le beurre de karité, a également été évoquée. Le beurre de karité qui a généré quelques 500 millions de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier aux États-Unis. À toutes ces préoccupations, des éléments de réponse ont été apportés. Le grand mérite de cette rencontre, c'est d'avoir pu réunir une dizaine d'associations féminines de New York ensemble. Et dans les échanges, on a senti que les uns et les autres voulaient se donner la main pour pouvoir aller de l'avant, comme pour témoigner, qu'ils soient dedans ou dehors, que les Maliens veulent une unité d'action au service du pays. Ouverture ce matin d'un séminaire sur l'application par le juge des instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme. Le séminaire vise à apporter une solution au déficit d'application dont souffrent ces instruments en vue de renforcer la protection des droits de l'homme au Mali. Le compte rendu de Boubacar Sissoko. Ce séminaire sur l'application par les juges des instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme vise à apporter une solution au déficit d'application dont souffrent ces instruments devant les juridictions maliennes en vue de renforcer la protection des droits de l'homme. Ce séminaire est une réponse aux nombreuses demandes sociales en matière de justice. Le thème est pertinent. Cette activité qui arrive à point nommé
avec le lancement du projet de réforme de la justice, constitue pour les partenaires techniques et financiers que nous sommes l'occasion de donner notre appui à cette vision du gouvernement qui est celui de moderniser la justice. Et nous savons aussi à quel point vous aurez un rôle central à jouer dans ce processus de modernisation de la justice au Mali, orienté vers la consolidation de l'état de droit et une meilleure protection des droits de l'homme. Cet atelier participe donc au renforcement des capacités professionnelles des membres de la haute juridiction. Je puis assurer, monsieur le coordinateur du programme conjoint des Nations Unies d'appui à la promotion des droits de l'homme au Mali PDH et les partenaires techniques et financiers, que le thème central du présent séminaire intéresse l'ensemble des juridictions maliennes. Et c'est pourquoi, au-delà des recommandations que nous leur ferons parvenir, la Cour suprême recommande fortement l'organisation d'un séminaire du même genre à l'attention des membres des cours d'appel et des juridictions du fond de notre pays. Durant ces séminaires, des modules comme les droits de l'homme, les systèmes juridiques, du dualisme et du monisme, le juge malien et l'application des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme seront traités. La gendarmerie française a remis ce matin un important lot de matériel de maintien d'ordre à la gendarmerie malienne. Batraoré, les détails. La gendarmerie nationale de la République française et celle du Mali font un nouveau pas dans leur lutte commune contre l'insécurité. Cette remise de matériel de maintien d'ordre à la gendarmerie du Mali est la preuve de renforcement de la coopération entre les services de sécurité des deux pays. Le don se compose de fusils de précision, des casques, des boucliers, des bâtons, entre autres. Nous formons, nous gendarmes, une réelle communauté, car nous partageons les mêmes valeurs d'engagement, d'éthique, de sens de l'intérêt général et du service public. Pour le colonel-major Mori Berete, directeur général de la gendarmerie nationale du Mali, l'intervention de la gendarmerie française aux côtés de la nôtre se manifeste à plusieurs niveaux. À titre d'illustration, au cours de l'année écoulée 2014, la gendarmerie malienne a bénéficié de plusieurs formations réparties dans le domaine de la police judiciaire, de formations en intervention professionnelle au profit de tous les gendarmes, qu'ils soient en unité d'intervention ou en unité territoriale, des formations spécialisées comme des formations au profit de notre unité cynophile, ainsi qu'au profit de notre peloton d'intervention de la gendarmerie nationale qui est spécialisée en intervention, l'unité de la compagnie des transports aériens. Le matériel ainsi reçu, selon le colonel-major Mori Berete, sera utilisé à bon escient pour faciliter la tâche des éléments dans le maintien d'ordre. Sur un tout autre plan, évaluation de la situation alimentaire du pays pour la campagne agricole 2014-2015, le cadre harmonisé d'analyse et d'identification des populations en insécurité alimentaire se tient avec acteurs et experts du domaine. Au cours de la semaine, les spécialistes se familiarisent avec les principes de l'outil fédérateur des méthodologies des pays du SILS et de l'Afrique de l'Ouest. Moïse Traoré pour les précisions. Le cadre harmonisé est un outil fédérateur de l'ensemble des méthodologies d'analyse de la vulnérabilité dans les pays du SILS et de l'Afrique de l'Ouest. Pendant une semaine, experts et acteurs de la gestion et de la prévention des crises alimentaires procèdent à l'analyse et à l'identification des populations en insécurité alimentaire au titre de la campagne agricole 2014-2015. Les productions céréalières sont globalement bonnes dans les grandes zones agricoles du pays, mais relativement mauvaises dans les régions de Tombouctou, Gao et le nord de celle de Mopti. Aussi, sur le plan pastoral, suite au retard des pluies, la soudure a été prolongée pour le cheptel, avec une mortalité du bétail plus élevée que d'habitude dans certaines zones du nord du Mali. Dans le domaine de la pêche, les crues n'ont pas suffisamment inondé les frayères pour permettre une reproduction optimale du poisson. Depuis 3 ans, le cadre harmonisé est devenu un outil d'aide à la décision pour le gouvernement et ses partenaires. La présente
est la 2e édition. Je reste convaincu que ces résultats nous permettent de mieux appréhender le degré de vulnérabilité et d'insécurité alimentaire des populations dans la perspective d'une meilleure orientation des interventions du gouvernement et celle de ses partenaires en matière de sécurité alimentaire. Les résultats de cette session sont attendus pour permettre de finaliser le plan national de réponse en vue du prochain Conseil national de sécurité alimentaire. Les acteurs du programme sémencier d'Afrique de l'Ouest en conclave. Il s'agit de faire un plaidoyer auprès des autorités pour l'accroissement de la production agricole avec des semences de qualité. Adama Koulibaly nous en dit plus. Difficile d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sans accroître la production agricole. Et cet accroissement n'est possible que si les semences sont de qualité. Analyse des spécialistes du secteur sémencier. La semence, comme on le dit souvent, c'est l'intrant le plus important dans l'agriculture. Un des facteurs les plus importants pour l'augmentation du rendement, l'augmentation de la production. Pour avoir des semences de qualité, les chercheurs doivent être accompagnés. Le problème autour de la semence, ça c'est essentiellement la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation. Il y a aussi les problèmes des semences certifiées. L'atelier vise à mettre en place donc une alliance dédiée à la semence. Il mettra en place les différentes commissions, valider le plan d'action de l'ACIVA et établir les modalités de fonctionnement de cette alliance-là. Le département du développement rural répond à la réflexion des spécialistes du domaine avec le soutien de l'organisation de cette plateforme d'échange entre agronomes invités de plusieurs pays de la sous-région. La plateforme, selon les responsables du département de l'agriculture, va permettre à notre pays de se mettre dans le rang des pays qui ont déjà traité la question des semences de qualité. Les femmes du Mali continuent de célébrer un peu partout à travers le pays la journée internationale de la femme. Farimba Keïta nous fait le résumé. Voilà, un petit problème technique de son. Nous allons continuer ce journal. C'est parti pour la 6e édition du Salon international de l'étudiant malien. Quels sont les leviers sur lesquels agir pour améliorer la qualité de l'éducation au Mali? C'est la question centrale de ces journées de travaux où les différentes universités du Mali vont communiquer afin de mieux orienter les nouveaux bacheliers du Mali. Le reportage est signé Mamoudou Sidibé. Initiée en 2010 avec seulement quelques écoles supérieures, cette 6e édition du Salon international de l'étudiant malien rassemble plus d'une dizaine d'établissements supérieurs. Cette année, notre objectif, c'est d'atteindre les 10 000 visiteurs. Donc, et du coup, on a mis les moyens, c'est-à-dire on a augmenté le nombre de bus pour faciliter le transit et on a encore augmenté le nombre de lycées invités cette année. Le salon a pour objectif de réunir autour d'une plateforme l'ensemble des acteurs de l'école malienne. Cela afin d'échanger sur la problématique de l'enseignement au Mali. Il se veut également un espace d'information et d'orientation des bacheliers sur les filières de formation. Votre salon est devenu non seulement un cadre incontournable et régulier d'information et d'orientation pour les élèves et les étudiants maliens, mais également un lieu d'échange et de partage d'expériences avec le monde professionnel. C'est parce que la qualité de nos formations ne vaut que lorsque les professionnels sont impliqués dans l'identification des besoins de formation, dans l'identification des offres de formation, leur participation aux enseignements, leur participation à l'encadrement. Bon nombre de problèmes scolaires et universitaires peuvent trouver leur solution au salon, à condition que les autorités de tutelle s'y impliquent.
La deuxième édition de Textile Création a débuté samedi par la présélection des salons de couture. Promouvoir la valorisation du coton malien est l'objectif principal visé par les organisateurs. C'est le salon de couture Pape Création installé à Ségou qui s'est classé premier sur 6 salons retenus. La créativité, la finition, l'harmonie des couleurs sont les critères de base de cette présélection, nous indique Moussa Tidjani Kanté. Cette deuxième édition, tout comme la première, regroupe plusieurs salons de couture. Sur 14, 7 seulement ont répondu à l'appel du donner et du recevoir dans le but de valoriser et d'encourager la production et la création du textile malien autour du coton. Vous savez, une de nos missions primordiales, c'est la promotion des entreprises, surtout pour les talents cachés. Et malheureusement, depuis la crise de 2012, nous n'arrivions pas à organiser d'espace. Et vous savez, de tels espaces manquent pour les artisans maliens de s'exprimer. À l'issue de cette première présélection, c'est le salon de couture Pape Création, basé au quartier commercial à Ségou, qui se taille la première place. Aux yeux des organisateurs, tous les participants étaient à la hauteur, y compris les artisans et les créateurs de mode. Si notre pays est le 3e producteur de coton en Afrique, nous devons d'adopter des mesures idoines afin que cette matière première serve de tremplin à l'amélioration de notre créativité artisanale textile, gage de l'augmentation de nos recettes artisanales. Bravo à tous ces jeunes qui rivalisent de créativité et d'innovation. Nous souhaitons une bonne continuation à Textile Création et vive la mode malienne. Les artistes musiciens étaient au rendez-vous pour agrémenter la soirée. 6 salons de couture ont retenu l'attention des membres du jury pour la grande finale de Textile Création édition 2015, selon les critères créativité, finition et harmonie des couleurs. Les gynécologues du Mali dédient le mois de mars à la sensibilisation sur une maladie qui touche environ une femme sur 10 en âge de procréer. Il s'agit de l'endométriose. Plusieurs congrès se tiennent pendant ce mois à travers le monde pour faire connaître cette maladie. Les symptômes les plus en vue de cette maladie sont les règles douloureuses et l'incapacité pour la femme de contracter une grossesse. Focus Santé est une réalisation de Tchessira Damé. Règles très douloureuses, fatigue, douleur pendant les rapports sexuels, infertilité, voilà quelques signes de l'endométriose. Dans le monde, cette maladie touche environ une femme en âge de procréer sur 10. Les douleurs dans le bas-ventre sont dues à des nodules venus du tissu de la couche interne de l'utérus, nodules qui peuvent aller s'implanter sur les organes de la reproduction en dehors de l'utérus. Ça, c'est dans le ventre, mais on sait également que les foyers d'endométriose peuvent se retrouver dans les poumons, ça peut se retrouver dans le cerveau et ça peut se retrouver dans une cicatrice de césarienne. Comme la couche interne de l'utérus, les nodules réagissent aux hormones. Ils vont saigner tous les mois au moment des règles et pourront, selon les cas, provoquer aussi des difficultés à uriner. L'endométriose est une maladie répandue mais diagnostiquée généralement en retard. C'est aux femmes de consulter le spécialiste quand plusieurs des signes se retrouvent chez elles, mais aussi aux spécialistes de rechercher cette maladie quand une femme en âge de procréer consulte pour des règles douloureuses. Quand une femme présente des règles douloureuses, et qui plus est, si son âge est autour de 20, 30, 40 ans, il est à penser que ces règles douloureuses-là peuvent être le fait de cette endométriose. Mais cela ne veut pas dire que l'endométriose ne se voit pas chez les femmes plus jeunes. Ça se voit chez les femmes plus jeunes. Parce qu'en réalité, nous avons à peu près une femme sur 10 à 20% de femmes qui présentent une endométriose. Et si on prend le groupe des femmes qui ont des difficultés pour tomber enceinte, nous nous rendons compte qu'une femme sur 2 qui a des difficultés de tomber enceinte, cette difficulté est liée à la présence de l'endométriose. Beaucoup de femmes ont des problèmes de reflux des règles, mais toutes ne développent pas l'endométriose. C'est pourquoi on ignore les causes réelles de son apparition. Schématiquement, il s'agit d'un reflux du sang vers le ventre. Ce reflux du sang est le fait soit que les règles sont trop abondantes et que la sortie des règles par le bas, par le col de l'utérus, n'est-ce pas, est gênée,
parce que le col est sténosé, comme on le dit, il est fermé. Donc le sang ne pouvant pas sortir par le bas, va sortir par le ventre, à travers les trompes dans le ventre. Ou bien qu'il y a un tout petit col qui ne peut pas, n'est-ce pas, permettre une sortie libre de ce sang des règles. Il y a également des hypothèses qui disent qu'il y a une immunité qui va intervenir, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas de microbes, il s'agit donc d'une prédisposition qui est là à développer cela. Pour pouvoir procréer, il faut une prise en charge précoce qui est à la fois médicamenteuse et chirurgicale. Ces femmes, on les aide par la PMA, la procréation médicalement assistée, ou l'assistance médicale à la procréation, la fécondation in vitro et d'autres techniques qui permettent justement d'améliorer la situation de fertilité de ces femmes. Et dans à peu près 20-25% des cas, dès la première tentative, si les lésions ne sont pas trop importantes et que l'indication de la fécondation in vitro est là, permet à ces femmes-là de tomber enceintes et d'accoucher d'un enfant. On ne peut pas dire à une patiente qu'elle est totalement guérie de l'endométriose. La vraie guérison n'intervient qu'avec la ménopause, quand les hormones qui provoquent le saignement des nodules se raréfient dans l'organisme de la femme. Merci Tchessira pour ces explications. Demain, 10h, 13h, retrouvez Khadija Toukone. Mohamed Ould-Mamouni vous présentera aux environs de 21h30 le JT, les formations. Moi, je vous dis à demain, même heure, même plateau. Restez en compagnie de nos programmes. Et grand merci à toute l'équipe de réalisation et à vous qui nous suivez de Ségou. Je vous souhaite une excellente nuit. Bonsoir.